Bonjour Éric Mercier, bienvenue en direct en plein été, en ce lundi 27 juillet 2026. Il est 18 heures. Nous sommes vraiment en direct pour parler de la ROSP. Je suis sûre que personne ne connaît la ROSP ici ou quasiment, à part des soignants. On va parler de ça, peut-être d'autres choses. On se vous voit, on se tutoie Éric, je ne sais pas. Moi, je suis OK pour que l'on se tutoie, et OK. merci pour cette invitation. Merci aux personnes présentes, aux irréductibles. Heu, 27 juillet, peut-être que nous ne sommes que 2 ou 3 ou C'est ça, 400, je 400 l'ignore, 000, c'est 400 ça. 000. Mais, Alors, on ne sera pas très nombreux, mais l'émission est importante. Quand tu me l'as proposée, j'ai dit banco, oui tout de suite. Parce que oui. qu'est-ce que la ROSP? La rémunération sur objectif de santé publique. Je suis sûre que personne, quasiment, dans les nombreux téléspectateurs ne le savent actuellement. Mmh. Je crois qu'elle a été j'ai un appel, comme quoi on est vraiment en direct. Je vais lui demander de me rappeler plus tard. C'est une dissidente, mais je dirai pas son nom. La ROSP a été mise en place, je crois, a commencé à être mise en place en 2011. 2011, tout à fait. Je vais tout vous détailler, je vais tout vous Ça marche, expliquer. ouais. Au préalable, ce qu'il faut, c'est signaler 2 choses. La première, c'est que, depuis les mouvements de gilets jaunes, depuis la crise sanitaire, nous sommes reliés les uns aux autres de plus en plus sur des faits. On en a assez des phrases, de la communication, du blabla ministériel. Nous, nous sommes calés sur des faits. Nous regardons les sources, nous les communiquons et nous nous relions entre nous. Et le fait que tu sois là, Stéphanie, ce 27 juillet, sur cette chaîne d'Irréductibles, eh bien, c'est aussi un signe de bonne santé Mmh. pour ton public, c'est un signe de bonne santé pour plein de gens. Nous, on s'arrêtera, on sera les derniers, on fermera la porte en sortant. On s'arrêtera jamais. Le mot arrêter, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On est des sangliers, on fait que de la marche avant. Parfois, à une vitesse d'escargot, c'est désespérant, mais un escargot ne fait jamais de marche arrière. On est toujours en marche avant. C'est comme ça. On est des lucides, sereins, déterminés. Donc là, je vais vous parler de la ROSP, qui est en train d'évoluer, enfin qui a évolué cette année. Oui, Et parce qu'elle est pas toute jeune, mais elle a commencé, puis elle grandit, en fait, elle pousse. tout à C'est fait. ça. Hem, Mmh. Au début, ça part d'une bonne intention. Donc je propose de vous partager, Ouais, l'écran, l'écran, les bien sûr. amis, et puis, Mmh. vous allez me dire si vous voyez bien. Alors moi, je ne vais plus vous voir, mais Est-ce est-ce que doute? vous voyez ceci? Oui, on le voit très bien. ROSP, revenu sur objectif de santé publique. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, en fait, c'est tout simplement la sécurité sociale qui donne de l'argent à nos médecins lorsqu'ils, comment dire, contribuent à atteindre des objectifs de santé publique. Alors, en d'autres termes, voilà, les médecins en moyenne gagnent 5 300 € par an de primes sur des objectifs stratégiques précis. C'est ainsi que c'est formulé, objectifs stratégiques précis. Mais alors qui, quand, comment, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui. Alors, ça a démarré en 2011. En 2011, il y a eu une convention médicale entre la sécurité sociale et des confédérations de syndicats de médecins et de médecins libéraux. Et la sécurité sociale et des médecins se sont entendus pour signer une convention entre eux. Et cette convention, par la suite, a donné lieu à un arrêté en septembre 2011. Donc c'est tout à fait sérieux et effectivement, c'est toujours pour de bonnes intentions. Alors, mais pourquoi faire? Alors, allons voir ces bonnes intentions. Vous savez que, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors quand on regarde les intentions de cette convention nationale, on nous dit garantir l'égalité d'accès à, et c'est bien ça, garantir l'égalité d'accès à des choses. Améliorer l'efficience, l'efficacité maximum du système de, mais c'est bien ça d'améliorer l'efficience du système. Moderniser l'exercice, oui, on est OK pour se moderniser.
Améliorer la qualité des pratiques, bah, c'est bien, je ne sais pas quelle pratique, mais bon, c'est intéressant. Renforcer la coordination bon, développer l'informatisation, tout ça, c'est très intéressant. Ah, puis un petit quelque chose à la fin, c'est mieux valoriser l'activité. Alors, mieux valoriser l'activité, ça va nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc, garantir l'égalité d'accès à des soins de qualité. Bah, bravo, c'est gentil. Avec toujours garantir l'égalité, hein. La plupart du temps, dans la République française, c'est toujours garantir l'égalité. Avec cette phrase-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez à la fin. Améliorer l'efficience du système de soins, moderniser l'exercice libéral, améliorer les qualités des pratiques médicales, la coordination des soins, l'informatisation des cabinets, et mieux valoriser l'activité du médecin, notamment du médecin traitant. Alors, globalement, qui peut être contre ces bons objectifs? Tout le monde est OK Personne. pour ça. Mmh. C'est le principe des bonnes intentions. Ça part toujours d'un bon sentiment, d'une bonne idée. Et la convention prévoit une évolution du modèle de rémunération. Le médecin ne sera plus rémunéré uniquement en fonction du nombre de personnes qu'il aura soignées. Le médecin sera aussi rémunéré en fonction de ce qu'il leur aura dit en qualité de soins pour également certaines missions de prévention, de qualité de soins, de coordination et d'efficience. Alors, on va aller faire un petit tour rapidement sur le serment d'Hippocrate. On ne va pas tout lire évidemment, mais il y a des éléments vraiment super précieux. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons, de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission et je n'entreprendrai rien, qui dépasse mes compétences. Et à la fin du serment d'Hippocrate, on oublie un élément extrêmement important, que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Le serment, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque, ces gens-là ont prêté serment. Mmh. Donc là, c'est le serment d'Hippocrate en 2011. 2012, moi je considère que peut-être à 2 mots près, c'est exactement le même. Et nous arrivons à la rémunération sur objectif de santé publique. Alors, tout simplement, la sécurité sociale va déterminer des objectifs qui régulièrement d'ailleurs partent d'un bon sentiment et va regarder ce que fait le médecin, ce qu'il vous dit, et en fonction de ce qu'il vous dit, eh bien, ce médecin aura droit à des primes ou pas. Alors, on a les grands classiques, par exemple, pour comment dire, les cardiologues. Il y a quantité d'objectifs, hein. On peut, je ne vais pas tous les développer, hein, mais en fonction des objectifs atteints, et ça, c'était des objectifs globaux sur la clientèle pour le ROSP, revenu sur objectif de santé publique, eh bien, le médecin atteignait un certain nombre de pourcentages et tout en bas, vous voyez qu'il pouvait atteindre un certain nombre de points. Donc, il devait avoir minimum 5 patients et il pouvait accéder à des points. Et ces points étaient rémunérés, de mémoire, c'était 7 € par point. Vous avez d'autres éléments, par exemple, obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1 gramme chez les patients de moins de 85 ans. C'est-à-dire que la Sécu dit le cholestérol doit être inférieur à 1 gramme chez les patients de moins de 85 ans. Sans rentrer dans des histoires de cholestérol, Mmh. sachez que soigner est un art. Définitivement, c'est du sur-mesure. À partir du moment où on vous demande de soigner en masse, c'est l'inverse de soigner. C'est aussi simple que ça. Donc quand je vois quelqu'un qui dit moins de 85 ans en post-infarctus myocarde, cholestérol inférieur à 1 gramme pour tout le monde, c'est l'objectif. Ben moi, ça me pose question. Moi, je voudrais que le médecin, il puisse travailler en sur-mesure et pas sur une commande qui vient du dessus. Avec Alors évidemment, dis-moi? la question que j'allais poser, c'est exactement celle que La Couronne vient d'écrire là. Tu dis: il est rémunéré en fonction de ce qu'il dit au patient». Oui, Comment on sait ce qu'il dit? C'est enregistré quelque part? C'est noté? on va y venir.
On va Ouais, venir. En d'accord, fait, on est pressé de savoir. Vas-y, pardon, et termine. on peut je peux répondre tout de suite, hein. Tout est Mmh mh. noté via la carte Amélie dans le dossier de soins de la personne qui est en lien avec la sécu, et il y a un petit tableau et le médecin dit à telle personne: «J'ai parlé de telle chose et de telle chose». Il va checker, il va lister tout ce qu'il doit, tout ce qu'il doit vous dire et tout ce qu'il a prévu de vous dire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir votre médecin parce que vous avez un problème de je sais pas moi, de cheville, ou vous avez mal à la tête, où vous avez mal où vous voulez, et votre médecin va vous parler: «Est-ce que vous êtes vacciné contre le tétanos?» C'est très gentil de vous inquiéter de savoir si je suis vacciné contre le tétanos. On pourrait peut-être en discuter à un autre moment. Moi, j'ai un problème à ma cheville, ou j'ai un problème ceci, cela. Oui, mais êtes-vous vacciné contre le tétanos? À quand revient votre La personne va répondre: «Bah, bon, tétanos, bah, écoutez, voilà, bon, on peut reparler de ma cheville, s'il vous plaît? Parce que je à la base, je suis venu parce que j'ai mal à ma cheville». Très bien, et là, le médecin va faire un petit clic et l'information est envoyée. Il Mmh. a au moins indiqué à la personne qu'il fallait se faire vacciner pour le tétanos. Là, ça D'accord. peut être, comment dire, pour, baisser le taux de cholestérol des personnes. Donc, il doit, augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques. Bon, Mmh. moi, je suis OK pour qu'on utilise, des génériques. Je suis OK pour les médicaments, pour, les comprimés, j'ai pas de problème avec ça. Simplement, j'ai envie de dire à la sécu, en protection de mon collègue médecin, que j'aime et j'estime, j'ai envie de dire à la sécu: «Mais de quoi je me mêle? Tu peux pas laisser le médecin prescrire ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qu'il sait. De quoi je me mêle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Alors, j'ai pas choisi non plus, l'histoire des statines, par hasard, hein. C'est Mmh. extrêmement décrié entre les médecins. Vous avez, une grande partie des médecins, notamment des cardiologues, qui savent très bien que, la problématique de statine, à part, donner des douleurs musculaires, régulièrement, et des, brouillards mentaux, ça fait certes baisser le cholestérol, mais ça laisse, quasiment intact, voire ça augmente pour certains le risque d'AVC. Donc c'est il y a de gros, gros débats, hein. Faut voir un Oui. petit peu ce que la Food Drug Administration, aux États-Unis, la FDA, dit des statines, lipophiles notamment depuis 2015. Heu, Amis cardiologues qui nous écoutez, enfin, le Vatican du médicament, la Ouais. FDA, hein. Oh! La Le question est de connaître toujours cette fameuse balance bénéfice-risque. Voilà, C'est l'éternelle primum non question. nocere. Mmh. Donc D'abord ne pas nuire. c'est dans votre serment, vous avez promis, vous, comment dire, de continuer à vous former, d'être extrêmement vigilant, de ne pas vous laisser influencer. Bon, ben, là, je crois qu'avec les statines, c'est intéressant, quoi. Mmh. Donc là, c'est un exemple. Alors ensuite, bah, vous avez sur l'assurance maladie, vous pouvez accéder à tout ça, hein. Tous les PDF, comment déclarer vos indicateurs ROSP 2025. Donc là, le médecin va regarder comment il va pouvoir, informer la sécu de toutes les informations qu'il a pu donner à ses patients pour arriver à, une moyenne de, 5 300 € de prime, annuelle. Je vous envoie également, chers amis, vers, le média en 4-4-2, parce que ce matin, en faisant mes recherches pour affiner ce petit diaporama, je tombe avec, bonne surprise sur le média en 4-4-2, qui là, bon, bah, comme souvent sur le média, n'y va pas par 4 chemins. L'assurance maladie transforme les médecins en commerciaux, 5 € par vaccin. Hein, donc le Les 1er janvier VRP 2000. de Big Pharma, les fameux VRP. Voilà, les fameux VRP, et donc là, il y a un excellent article de ce mois de mai, hein, 11 mai 2026, vous tapez, ROSP, rémunération sur objectifs de santé, média en 4-4-2, et vous aurez quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vais d'ailleurs, vous montrer, Très bon rapidement. média pour lequel travaillait Kate, que vous Tout retrouvez à désormais fait, sur Kate, Kate que l'on TV. embrasse. Et là, Exactement. je vais vous laisser écouter le petit enfumage, parce que ce que je dis peut paraître dingue, mais non, écoutez ce qui se dit.
Bienvenue au pays des bonnes intentions. Le monsieur que l'on a vu en costard cravate, c'est monsieur Thomas Fatoum, c'est le directeur de la sécurité sociale. J'ai prévu quand même de vous montrer son CV tout à l'heure, parce que c'est Mmh. intéressant. Et ce petit reportage démontre 2 choses. 1, c'est totalement, c'est on ne peut plus officiel, revendiqué. «Détendez-vous, chers concitoyens, nous nous occupons de vos médecins, nous leur apportons une carotte, pour qu'ils nous obéissent, pour votre plus grand bien». Ça, c'est ce que les gens, reçoivent et vous voyez que ces gens dans la salle d'attente, adorables, gentils comme Mmh. tout. Si j'étais moins méchant, je dirais qu'on les appellerait plus communément les petits lapins dans les phares, n'y voient que du feu. Ils font Il y a un autre confiance. En toute confiance. Il y a un autre Mmh. élément aussi, moi je parle du système, c'est moi ce qui me pose problème, c'est la globalisation de comment dire? De cette surveillance, de cette harmonisation, des objectifs de santé publique. Hem, si non, il y a un problème dès lors que l'argent arrive. Si nos médecins étaient vraiment payés correctement, il faut bien Mmh. se rendre compte ce que c'est que le salaire d'un médecin. C'est un Ouais. pur scandale. Mmh. C'est un pur scandale et à Mmh. partir du moment où ils sont sous-payés, bah, ils sont à votre merci. Vous en faites ce que vous voulez, hein. Bien sûr. Hem, pour ouvrir une autre parenthèse, savez-vous qu'un juge d'instruction qui a, 10 années d'études, eh bien, quand il commence à gagner sa vie, un juge d'instruction, après 10 ans d'études, il démarre à 2 500 € net par mois. Vous allez me dire quel est le rapport? Effectivement, c'est complètement différent. Mais à partir Mmh. du moment où les gens sont tenus, après un niveau d'études gigantesque et un niveau de responsabilité Mmh. phénoménal, à Oui. partir du moment où ils sont tenus par le salaire, bah, les avantages, il va falloir qu'ils les trouvent ailleurs. Et là, la rémunération, en l'occurrence, pour les médecins, il va falloir la trouver ailleurs. Donc, il va falloir faire du chiffre, de la quantité. Si quelqu'un peut me démontrer qu'en augmentant la quantité, on peut augmenter la qualité, bah, je sais pas, ou alors c'est McDonald's, hein, très bien, la qualité McDonald's est équivalente à sa quantité, chacun se fait son avis. Mais, je pense pas qu'un médecin qui travaille le double, le triple pour pouvoir, commencer à rembourser ses études ou à gagner sa vie, je pense pas qu'il puisse faire la qualité qu'il souhaitait faire, hein. Ça c'est donc je cherche pas à attaquer, bêtement les médecins, bien au contraire. Simplement ils sont pris avec un collier et puis certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux, ont craché sur leur serment d'Hippocrate et se comportent en véritables petits thénardiers, et comment dire? Eux, ça ne leur posera strictement aucun problème. Je reprends comment Notre dire? Heu, diaporama. notre diaporama pour Mmh. vous réemmener, hem, Il est là. alors, il est ici, excusez-moi, je reprends avec un petit peu de vitesse. Voilà. On a vu tout ça. Heu, Nous étions arrivés, ici, vous voyez, aux médias en 4-4-2, et qui nous a permis de visualiser cette 1re vidéo. Et en 2026, les ROSP, ont changé. Les revenus sur objectifs de santé publique ont changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une approche, globale sur toute la patientèle du médecin. Et en 2026, ça devient les FMT, le forfait médecin traitant. Alors le forfait médecin traitant en 2026, là, c'est tout frais, hein. Mmh. On va se caler sur le calcul devient individualisé par patient. D'accord? Donc j'ai la source, que je te communiquerai, mais c'est Oui, caduc.net, actualité médicale. Donc je on peux le c'est voit le là. site c'est Ouais. le site des médecins traitants, hein. Mmh. Et sur le site des médecins traitants, caduc.net explique aux médecins traitants, désormais le calcul de cette prime sera individualisé par patient. Le forfait médecin traitant, sera calculé patient par patient, donc excusez-moi, je me répète. Tous les patients majeurs ou mineurs pour lesquels le médecin est recensé entrent dans le calcul. Mmh. D'accord? Donc dès que vous allez voir votre médecin, hop,
il vous parle, hop, il touche. Donc le FMT, le forfait médical médecin traitant, pardon, ne produira donc pas un effet uniforme. La réalité, là, c'est que c'est la rupture de l'égalité. En fait, il va y avoir des différences selon les cabinets, parce que vous avez des cabinets qui sont différents de l'un à l'autre, que ce soit en ville, en ruralité, face à une population jeune, une population âgée, voilà. Ils disent également le dispositif reconnaît mieux certaines complexités. Il oblige aussi chaque équipe à lire sa patientèle comme une structure de risque, de précarité et d'éligibilité aux actions de prévention. C'est-à-dire que le médecin ne regarde plus sa patientèle, ses patients comme un ensemble de personnes ayant des besoins pour recouvrir à une bonne santé. Non, il doit regarder ses patients comme une structure de risque, de précarité et d'éligibilité aux actions de prévention. On sent que ça s'humanise. Là, on était avant, on était sur des bonnes intentions. Là, on part sur autre chose. Alors on Alors, se croirait un peu dans du marketing avec des parts de marché et ah là 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 là. et des calculs de Euh, risque aussi d'ailleurs, L'exemple donné par l'assurance maladie est parlant. Une vaccination contre la grippe effectuée par un pharmacien, un infirmier ou une sage-femme peut valider l'indicateur pour le médecin traitant du patient concerné. Je reviens sur la dame ou le monsieur qui va voir son médecin pour un problème à une cheville. Le médecin lui parle d'aller faire son vaccin de tétanos. Il lui parle d'aller vacciner contre le papillomavirus son petit garçon de 14 ans. Papillomavirus. Je croyais que c'était cancer de l'utérus. Parce que mentalement, je m'étais dit que l'utérus était ouais, chez les femmes. Je sais pas, enfin, voilà, cancer de l'utérus, donc pour les femmes, ça c'est discutable. papillomavirus. Ouais, Et faut aller voir j'imagine, les interviews du docteur Gérard Delépine, hein, avec des courbes et des voilà, sources. C'est allez extrêmement, voir extrêmement Nicole et problématique. Gérard Delépine nous ont expliqué, démontré que dans les recommandations, il faut aussi injecter au papillomavirus les garçons de 14 ans. Ok, 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 ok. Non, non, on est en 2026, on est en France, hein, donc tout va bien. On a vu, on s'est habitué à tout ça. Eh bien, la maman, le papa qui était venu pour son problème de cheville emmène son gamin se faire injecter, voire même le papa va lui-même s'injecter le vaccin contre le papillomavirus. Eh bien, le pharmacien ou l'infirmier, quand il fera cette injection, la carte vitale parlera au médecin et le médecin, comment dire, touchera 5 euros, si vous voulez. Donc, c'est pas uniquement lorsque le médecin parle face à son patient, c'est en plus lorsqu'il y a un effet, lorsque le patient passe à l'acte avec un autre soignant, l'argent revient également. Absolument. Ça fait Là, je quand même viens. penser aux systèmes de commissions, qui sont versés aux commerciaux, hein, les commerciaux qui ont un fixe et puis un système de commission, sur les ventes. Magnifique ce que tu viens de dire, excellente transition. Le directeur de la sécurité sociale, que faisait-il en 93-96? Il était à HEC. C'est pas toi qui parlais d'approche commerciale? Ensuite, Si, il a fait une maîtrise DEA de droit public. Ensuite, il a fait l'ENA, OK. Ensuite, l'IGAS, Inspection générale des affaires sociales. Conseiller technique au cabinet de M. Mattei, Douce Blasi et Xavier Bertrand. Directeur de cabinet général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Il a été pour M. Vauquier directeur de cabinet, chef de service adjoint directeur de la sécurité sociale, conseiller chargé de la santé et de la dépendance de politique sociale à la présidence de la République, et puis directeur de la sécurité sociale. Magnifique promotion, la fierté de sa famille. Bravo. Ce monsieur n'est pas un soignant. C'est tout. oui. Tout ce que j'ai Ça envie de vous ressemble à dire. la marchandisation de la médecine, quoi, en fait. C'est le chemin qu'on prend, hélas. Ce monsieur est conforme à lui-même et à sa réussite professionnelle. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit conforme aux besoins de santé des personnes qui nous écoutent. Vous êtes des personnes distinctes les unes des autres. On est tous différents. On ne soigne pas en masse. Bah oui, mais quand on a une approche de masse et une approche commerciale, la masse, la gestion de flux, c'est quand même plus pratique. Le forfait médecin traitant ne produira pas un effet uniforme. Vous irez lire hein, sur ce site tous les éléments. Ah non, ça je l'ai déjà dit, reconnaît
Excusez-moi, ça je l'ai déjà dit. Mmh. Le calcul patient par patient change la lecture de la patientèle. Tous les patients majeurs ou mineurs pour lesquels le médecin est enregistré entrent dans le calcul. Je suis désolé, j'ai l'impression de me redire. Le forfait médecin traitant comme un forfait unique annuel est calculé patient par patient, ça je vous en avais déjà parlé. Mais il y a d'autres choses qui m'inquiètent davantage. Eh bien, évidemment, je comprends mieux pourquoi j'ai l'impression de me redire. Je vais en marche arrière Dans l'autre sens, voilà, sur c'est mon ça. diaporama, Moi, j'ai pas la excusez-moi. main, hein, je peux pas toucher le diaporama, j'ai pas. Alors, l'atteinte d'indicateurs pour chaque patient, comment dire, au lieu d'un résultat agrégé à l'échelle de la patientèle, au groupe de patients qui est dans le cabinet, Mmh. euh, le forfait médecin traitant valorise l'atteinte d'indicateurs pour chaque patient éligible. Chaque indicateur validé rapporte 5 euros, y compris lorsque l'acte a été réalisé par un autre professionnel de santé, on l'a vu tout à l'heure. En 2025, dernière année pleine avant la transition, le ROSP du médecin traitant de l'adulte versé aux généralistes a progressé de 3%. Alors, on est sur du 5 500 euros en moyenne par an. Hein, j'ai fait le calcul, effectivement, 274 millions d'euros de primes ont été versés aux 49 600 médecins généralistes libéraux. Un pilotage par indicateur plus exigeant que la promesse. Le forfait médecin traitant demande d'identifier pour chaque patient éligible la vaccination, le dépistage, l'examen non réalisé à partir de données restituées dans Amélie Pro. Cette granularité peut améliorer le repérage des soins manquants. Elle transforme aussi la prévention en fil actif d'actions à traiter, avec des listes à prioriser, des relances à organiser et des situations individuelles à interpréter. On se croirait dans une Euh, école de commerce. Franchement, moi, j'en ai alors, fait une il y a très longtemps et franchement, on se croirait en école de commerce. on est C'est minimum en école de commerce mmh, quand ça va encore bien. On se rapproche de plus en plus de 1984. Enfin, on se mmh. rapproche. J'ai l'impression qu'on est tellement dedans qu'on l'a même largement Oui, oui. dépassé. Euh, et voilà ce que j'avais à, comment dire, à expliquer. Je quitte Mmh mh. je quitte le partage d'écran. On bascule dans véritablement une société de surveillance. Alors au début, 5 000 euros par an pour un médecin, c'est pas beaucoup. Évidemment, il leur donne une petite carotte. On n'a pas dit que la Sécu allait donner du caviar aux médecins. Mais en fin de compte, la Sécu va se permettre, pour justifier de payer cette carotte aux médecins, de savoir exactement ce qui vous a été dit en termes de recommandations, et puis de pouvoir interpréter. Ils vont pouvoir interpréter. C'est-à-dire, alors là, je vais dans une dystopie, hein, mais pour partir sur quelque chose de plus précis. Mmh, du Vous concret. refusez de prendre des statines pour baisser votre cholestérol. Mmh mh. Pourquoi? Parce que ça vous donne des douleurs musculaires, un brouillard mental, et puis vous en avez pris des statines depuis 2-3 ans et vous avez quand même fait un AVC. Et à un moment donné, vous dites bah, je vais peut-être arrêter. Et puis vous avez croisé un collègue, un copain médecin qui vous dit ah non, nous, on a arrêté les statines pour tout le monde, les gens vont nettement mieux, etc. Écoutez ce que dit la FDA, machin. Vous dites à votre médecin traitant que vous ne prendrez pas vos statines. Comment est-ce que lui, il peut interpréter ça? Comment est-ce que la Sécu peut interpréter ça? Est-ce qu'au final, vous ne représentez pas dans leur imaginaire un danger d'avoir encore un AVC, un infarctus et de coûter plus cher à la sécurité sociale? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne prenez pas votre statine dans 2, 3, 4, 5, 10 ans? Comment vous ne prenez pas vos statines? Eh bien, on va vous baisser certains accès, certains droits, certaines Oui, possibilités. il peut Comment y vous avoir n'avez pas un aspect punitif. Comment, jeune homme de 24 ans, vous ne vous êtes pas injecté contre le vaccin du cancer du col de l'utérus? Vous voulez donc que toutes les femmes aient le cancer du col de comme si, enfin, on est face à des gens, Ouais. hein, ces gens qui pensent que les licornes existent, ces gens qui Mmh. sont, hein, donc voilà l'ouverture dans laquelle on est. La sécurité sociale, via cette petite carotte qu'elle agite pour nos médecins qui sont, particulièrement mal payés,
Mmh. Eh bien voilà comment elle va pouvoir, regarder et interpréter, tout simplement les bons et les mauvais élèves de la classe. Parce que vous aurez les bons médecins qui vont alors, injecter, qui vont, faire absolument tout ce qu'il faut. Dans le lot, moi je suis pas contre, je suis pas médecin, il y a certainement de bonnes recommandations. Dans l'idée, moi je suis Oui, OK pour qu'il y ait de bonnes recommandations. Je veux pas, qui suis-je oui, pour oui, dire non? faut pas tout Simplement, c'est jeter, la mais c'est la démarche de masse. Le médecin, on doit le laisser tranquille. Il doit pouvoir, lui-même, avec son serment d'Hippocrate, sous le bras et non pas derrière l'oreille, il doit pouvoir soigner comme il veut, individuellement, chacun de ses patients avec, comment dire? Une, une, une confidentialité absolue, massive, totale, définitive. Et la sécu n'a pas à savoir ce qui vous a été recommandé et ce que vous avez appliqué ou pas. Moi, j'ai certaines personnes de ma famille, je reviens sur les statines, qui mmh, refusent d'en prendre, mmh. et bien, du coup, ça se voit, là, sur la carte vitale, que les statines ne sont pas récupérées à la pharmacie. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Faire un truc débile? Aller chercher les statines à la pharmacie et faire croire qu'on les prend et les balancer à Ah la oui, poubelle pour, polluer un mmh, peu plus les nappes phréatiques? Non, nous, on est des gens honnêtes, on est des gens directs. Un vrai oui, c'est un vrai oui, un vrai non, c'est un vrai non. La personne refuse de prendre un médicament, c'est son droit. De mémoire, la loi Kouchner 2005, c'était ça. Eh bien, là, c'est: «Ah OK, vous avez refusé la recommandation d'objectifs de santé publique formulée par votre brave médecin à qui nous donnons, des primes. Très bien, très bien. Eh bien, nous allons pouvoir, vous mettre une petite, étoile, bleue, rose, verte, la couleur que vous verrez, que vous voudrez et on va vous mettre dans le collimateur», tout tu en fait, simplement. tu crains, certainement à juste titre, qu'on aille vers un pass santé qui pourrait finir par être relié à un pass, global, qui régenterait la vie des gens finalement, de chaque individu. Je ne crains pas son arrivée, elle est déjà là. Mmh, C'est lancé depuis début 2026 puisque, le forfait médecin traitant remplace le ROSP et le forfait médecin traitant, individualise sa clientèle. C'est d'ailleurs très bien dit, votre patientèle est un groupe de faisceaux de risques avec, des personnes relevant d'éligibilités, particulières, diverses et variées. Je vous parle même mmh. pas de l'éligibilité, comment dire? À l'euthanasie, hein, Alors qui elle justement, je voulais maintenant, conclure sur cette loi qui est passée parce que tu as fait beaucoup de prévention et d'explications. Elle est passée, tu disais, hors caméra que tu pensais qu'elle allait être peut-être un tout petit peu détricotée pour éviter, des problèmes, judiciaires, on va dire. alors, là, elle part, comment dire? Au Conseil constitutionnel. On est en plein été. Conseil constitutionnel a 3 possibilités. Possibilité 1, il valide tout à 100. C'est possible, hein. Mmh. Possibilité 2, il la rejette directement. Trait de lumière, on ne sait pas ce qui se passe, OK, c'est une possibilité. Miracle à Lourdes. Alors là, possibilité 3, il la détricote de quelques petits bouts. On verra. Moi, je pense que ça va plutôt partir dans cette direction-là, Mmh mh. parce que cette loi, je vous invite vraiment à aller chercher ce livre. Je ne sais pas si tu le vois bien à l'endroit, oui? Hem, L'impossible fait Justificatif. justificatif. C'est écrit à l'envers pour nous. Ah D'accord. pardon, excuse-moi. Donc C'est pas l'impossible fait justificatif, c'est le dernier livre d'Amin Umlil ah et oui. il détricote la loi et il explique qu'elle est relativement, alors elle est complètement odieuse et monstrueuse, OK. Si les gens sont au stade de dire: «Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre?» qui n'ont pas suivi le sujet, la Mmh. vraie question c'est: «Avez-vous compris qu'il s'agit d'une euthanasie de masse?» hein. Non, la plupart du C temps, non. La plupart des gens et même des soignants n'ont pas compris ça, hein. La plupart des soignants que je soigne n'ont rien compris, hein. Mmh. Là, sur tous les soignants que j'ai rencontrés dernièrement, des soignants que je ne connaissais pas, j'ai trouvé une seule infirmière pro-euthanasie, totalement contre cette loi et Ah, qui me disait:
je suis pour l'euthanasie, Eric, mais elle me dit cette loi est une folie. Elle va faire injecter les trisomiques, les personnes handicapées, les plus faibles, les personnes en maladie d'Alzheimer. Alors je lui dis pas tous au début, mais tu as tout compris, c'est exactement le Oui, projet. on enlève les garde-fous, on ouvre toutes les portes possibles. Ça veut dire qu'elle a lu cette loi, si elle dit ça? Oui, C'est qu'elle oui, l'a oui, lue? elle l'a lu et en personne pro-euthanasie qu'elle est, elle me dit: «C'est des fous». Bon, donc mais c'est une exception cette infirmière. C'est donc une infirmière exceptionnelle. Ouais. L'immense majorité va suivre le mouvement. J'ai croisé d'autres infirmières me disant: «Si c'est la volonté du patient, si c'est l'ordonnance, moi, j'applique, hein». Bon, Mais Eric, déjà, moi, avec les échanges que j'ai ou sur les réseaux ou en direct, la loi Claes-Leonetti, déjà, les gens ne connaissent pas son existence. non, Du non, tout. non Pas et du tout. Et une loi Claes-Leonetti qui était censée avoir des garde-fous, mais complètement enjambés. C'est pour ça que le pauvre Vincent Lambert a servi de 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 maître étalon, pour éclater la loi Claes-Leonetti, et puis ensuite pour utiliser les fameux protocoles létaux, midazolam, scopolamine, furosémide, je suis pas certain qu'il ait eu, du potassium, mais surtout arrêt de l'hydratation, arrêt de l'alimentation. Vincent Lambert est quand même mort en 9 jours, hein, Mmh. et c'est ce qui a permis 9 mois plus tard de lancer le fameux décret Rivotril, et puis de provoquer, une stupeur. Les familles n'ont pas compris que leurs petits vieux étaient soignables et qu'ils ont été injectés de force avec un benzodiazépine, le Rivotril, qui, lorsqu'il est donné à un insuffisant respiratoire ou à quelqu'un de malade, provoque la mort. Les familles n'ont pas compris, hein, que c'est pas le Covid qui a tué leurs petits vieux, ni encore moins le SARS-CoV-2, c'est les injections de Rivotril. Et d'ailleurs, on le voit très très bien, hein, Pierre Chaillot a montré le pic de décès chez les personnes âgées avec le pic d'utilisation du Rivotril via les pharmacies, puisque c'était sur des officines de ville. On a tous les chiffres, c'est édifiant. Les gens n'ont pas compris ça. Et les soignants ne se sont pas particulièrement rebellés. Pas particulièrement. Ils se sont dit: «Oh bah, voilà». Et puis un certain nombre sont partis, particulièrement dépressives, en pleurant. Il y en a qui se sont, mais comme souvent, les gens, quand ils sont dans la souffrance, ils s'en vont. Alors moi, mes recommandations, quelles sont-elles par rapport à cette loi euthanasie qui est sortie? Qui va fonctionner au début parce qu'elle a un cheval de Troie qui s'appelle le projet de loi, enfin la loi soins palliatifs, hein. La loi soins palliatifs est le cheval de Troie de l'euthanasie. Tu pourrais Malheureusement, c'est comme expliquer ça. ça justement, expliquer ça en 2 mots? Eh ben, en fin de compte, toujours pareil, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout le monde était Mmh. OK pour dire: «Il faut donner des moyens, pour avoir davantage d'unités de soins palliatifs». Sauf que, dans cette loi, il y a 2 éléments sur les unités de soins palliatifs absolument catastrophiques. Un, aucun moratoire, aucune étude, aucune réflexion sur le contenu pharmacologique des protocoles de sédation. Aucune, rien. Rien sur ce qui s'est passé aux États-Unis, au Québec, en Angleterre avec le midazolam, l'Hypnovel, les gens qui sont sédatés, en sédation profonde et continue jusqu'au décès et qui font des œdèmes pulmonaires. Aucun moratoire là-dessus. Ah, aucune étude, premièrement. Et deuxième élément, dans la loi soins palliatifs, ils ont ouvert la possibilité à l'autofinancement, c'est-à-dire plus l'établissement pratiquera et plus il gagnera d'argent. Il y a une dotation forfaitaire qui sera maintenue, l'État continuera à donner de l'argent, mais un établissement qui augmente son taux d'occupation, avec des lits qui sont davantage occupés, hein. Un lit, il n'est pas regardé comme une place dans ces établissements-là. Il est regardé avec le chiffre 365. Il y a combien de personnes dans ce lit sur 365 jours? Jour. Dans l'idéal, pour le plus fou des Mmh. des des cabinets conseils, il faudrait 365 patients Ah à oui, l'année d'accord. dans un lit. Vous voyez, c'est Donc ça le TO. faut Donc, qu'il y ait un turnover, comme on dit aux voilà, États-Unis, il faut élevé. que ça rentre et que ça sorte et cetera. Et bah, Mmh. plus, ça rentrera, plus les établissements pourront gagner de l'argent. Mais les Anglais en 2014 pardon, ont stoppé le Liverpool Care Pathway parce Mmh. qu'eux-mêmes, à cause de l'autofinancement de leurs établissements de soins palliatifs, étaient arrivés à 100 000 morts par an.
100 000 morts par an, c'est-à-dire que les députés de droite et de gauche, conservateurs, travaillistes, eux-mêmes se sont dit, là peut-être c'est un peu beaucoup là, il y a un peu, hein, tout le monde est, on arrête un peu trop de procès. C'est-à-dire qu'on liquidait plus facilement les personnes mourantes ou âgées? Il y a eu des À cause de oh, procès et tout a procès? été étudié, décortiqué en Angleterre sur le Liverpool Car Passway. Je vous invite à aller voir la page Twitter de Valérie Ferrier, que Oui, j'embrasse, et la page Twitter de Jackie Devoy. Vous savez tout. Les Anglais ont décortiqué le problème, hein, et ils ont dit c'est l'autofinancement qui a fait exploser le jackpot et qu'on a euthanasié des gens comme des fous. Bon, bah alors nous, oui, en France, allez, blam, pleine balle, on y va à l'identique. Et il y mmh. a l'autofinancement prévu dans la projet de loi soins palliatifs, voté à l'unanimité par tous les députés, tous les sénateurs, hein. Que des petits lapins dans les phares ou des gens qui savaient très bien ce qu'ils votaient. Euh, pour eux, le grand sujet, c'était la loi soins palliatifs. Oui, énorme problème que cette loi. Enfin, le grand sujet, pardon, c'était la loi euthanasie. Ah oui, énorme problème que cette loi euthanasie. Ok, mais juste avant, hein, c'est bien pour ça que, comment dire, cet inénarrable Premier ministre qui vient de Pau, là, comment il s'appelle Bayrou, Bayrou, là, François Bayrou, l'inénarrable Bayrou avait cassé la loi en deux et avait dit mmh, comment oui. dire, pour cette 17e législature, on fera une loi soins palliatifs et une loi euthanasie. Comme ça, on séparera bien les choses. Bon, non, c'est étape 1, étape 2. Voilà. Donc, la loi euthanasie arrivera. Globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus mal ficelée qu'il n'y paraît. Elle est monstrueuse, certes, mais elle est mal ficelée. Et il va falloir, chers amis, il va falloir impérativement que ce soir, demain, après-demain, mais là, cette semaine-là, là, hein, quand vous entendez cette vidéo, vous alliez vous renseigner sur votre assurance habitation, votre assurance voiture, votre assurance carte bleue avec votre banque, n'importe quelle assurance, et que vous preniez une protection juridique, pas un conseil juridique. Conseil juridique, vous l'avez avec quasiment toutes vos assurances. Protection juridique, ça va vous Mmh, coûter à peu près 100-120 euros à l'année, oui, à mais l'année, si le tout à contrat est fait. bien fichu, normalement, et vous avez le droit d'en avoir plusieurs, ça va vous donner droit entre 10 à 25 000 euros par an de frais d'avocat et aussi de frais d'huissier. Pourquoi? Parce que un de vos êtres aimés, ou peut-être vous d'ailleurs, Mmh. est hospitalisé avec une maladie chronique invalidante qui va jouer sur l'état de la santé et qui va faire en sorte que la personne est éligible. Prenons le Mmh. cas d'un gamin de 21 ans qui fait, parce qu'il a trop fumé d'herbe, mais c'est pas toujours à cause de ça non plus, qui fait des crises d'épilepsie. Moi, j'en ai connu, hein. J'en ai même connu un qui est décédé de Mmh. crise d'épilepsie, grand mal épileptique, et qui passe des semaines et des semaines en réanimation. C'est pas tous les épileptiques qui vont en réanimation, mais qui y passent quand même, hein. Il y en a quelques-uns. Et puis qui ressort un peu cassé, mais bon, qui finit par ressortir. Et on lui dit, voilà, toi, tu es épileptique à vie, tu seras sous antiépileptique pour toujours. Ça veut dire, en français dans le texte, tu n'auras pas de voiture. Parce qu'il n'y a aucune assurance véhicule qui te Mmh. permettra de conduire un véhicule. Ah, donc un, il apprend qu'il a une maladie chronique. Deux, il apprend qu'il n'aura pas de voiture. Trois, sa petite copine le laisse tomber. S'il retourne, il est hospitalisé pour une raison X ou Y, il va très très mal, et qu'il a besoin d'aide. Il faut l'aider, il faut s'en occuper. C'est pas parce qu'il est toxico ou peu importe d'ailleurs, peu importe. Il faut aider, on est là pour soigner tout le monde. 100% des gens, on doit les soigner, s'occuper d'eux. Même le pire des salauds, la pire des crapules, il faut quand même le soigner, c'est comme ça. Sinon, vous n'êtes pas un soignant banal. Un soignant banal s'occupe de tout le monde. On a nos pensées, on sait ce qu'on pense, mais quand on enfile notre blouse dans le vestiaire, on va soigner des gens, point barre. Quelle que soit la personne, on soigne tout le monde. Eh bien, si vous accompagnez cette personne, cet être aimé, et que vous entendez un médecin, une infirmière dire: «Oh, tu sais, peut-être que maintenant tu as une autre solution. Tu peux, imaginer
de demander à ce que tout ça s'arrête. Maintenant, on a des programmes, tu sais, ça se passera bien, et cetera. Et que tout doucement, la personne lui parle et lui propose de faire une aide à mourir, mais vous enregistrez, hein. Vous enregistrez ça directement. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites répéter la personne, vous vous débrouillez pour qu'un huissier de justice puisse récupérer l'information, vous récupérez le dossier médical par la suite, et vous attaquez cette personne. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle loi, enfin dans la loi euthanasie, ils ont retiré l'article 17, le fameux délit d'entrave. Il a sauté. Ah Il oui. reviendra. Il reviendra. Hein, Il reviendra par le grenier, par la porte, dès qu'ils pourront, petite porte. les députés pro-euthanasie redemanderont à ce que le délit d'entrave revienne. Mais pour l'instant, il a disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être en capacité d'attaquer. Mais des avocats, ça coûte cher. Un huissier de justice, ça coûte cher aussi. D'accord? Ça peut coûter 500 € facile la journée pour récupérer un document, que sais-je. Il vous faut donc une protection juridique. Et je suis désolé, les amis, il va falloir deux choses. Cette protection juridique, que vous attaquiez si vous êtes attaqué, et que l'on continue à se relier entre nous, à se mettre en réseau, à s'entraider pour provoquer de la jurisprudence. Provoquer de la jurisprudence de façon à rendre cette loi inapplicable, tout simplement. Si vous n'êtes pas en capacité de vous défendre là maintenant vis-à-vis. Alors, 99% des soignants sont horrifiés et vont pas pratiquer ça. Médecins, infirmières, etc., on est bien d'accord. Mais le 1% de petit Thénardier de service, je vous garantis qu'il est en train de grossir. Hein. Il est en Ah train de oui. grossir. Ah oui, oui, oui. Oui. Là, Je pensais que les soignants allaient se retirer la patate chaude et que ça allait poser des problèmes, qu'il y aurait des situations problématiques. Non, non, pas parce forcément. que en fait, les soignants sont maltraités. Et à Mmh. partir du moment où tu es maltraité, ben, tu deviens à un moment ou un autre maltraitant. Ce que moi j'ai été. Hein. Moi j'ai fait de la maltraitance institutionnelle. Je te donne un exemple hein, que j'avais déjà donné ailleurs, mais je veux pas faire m'étaler trop longtemps, mais c'est pour vous donner Mmh. un ordre d'idée. Un jour, je me suis retrouvé tout seul dans un EHPAD et 90 personnes âgées que j'avais jamais vues, intérimaires, et entre 7 h et 10 h du matin, distribution des médicaments, les petites pilules, les petits comprimés. C'est pas compliqué de donner des petites pilules, des petits comprimés, c'est facile Faut ça. pas se Vous n'avez tromper, pas ouais. donné un petit Mmh. paracétamol ou un petit comprimé à votre grand-mère un jour, c'est pas très compliqué. Hein. Bah, quand Mmh. vous expliquez ça à un manager, il vous dit bah non, je ne comprends pas, c'est pas très compliqué, effectivement, Eric. Ok, très bien. 7 h, 10 h, ça fait 3 heures. Je suis ni pour ni contre, mais 1 heure, c'est 60 minutes. Ok, c'est comme ça. Et dès que vous commencez à balancer des chiffres, coucouche panier, ils sont en panique. 3 heures, ça me fait 180 minutes. J'ai 90 résidents devant moi. Ça me fait 2 minutes par personne. Mais 2 Mmh. minutes, c'est oui, 2 minutes. C'est pas vraiment 2 minutes. C'est 120 secondes par personne. Dedans, je dois tourner les pages du dossier ou m'exciter avec la tablette pour trouver la posologie, le traitement, le visage de la personne, ouvrir les tiroirs, ouvrir la boîte, récupérer les comprimés qui sont en 1,5, 1 quart, 1 3 quarts, avec tous les antivitamines K qui changent en continu, remodifier, réadapter le traitement du jour pour que ça corresponde bien. Ensuite, il faut que je file dans la chambre et là, je vais tomber sur une petite grand-mère qui dort, etc. Il faut que je la réveille, il faut que je lui mette ses médicaments dans sa bouche, il ne faut pas qu'elle s'étouffe. Mmh. 90 à faire comme ça, mais C'est vous êtes terrible. obligé de faire de la maltraitance. Et au bout du couloir, j'oublierai, enfin, je l'ai encore dans ma tête, une dame qui crie à l'autre bout du couloir, appelez ma fille, appelez ma fille, appelez ma fille, appelez ma Mmh. fille. Elle va crier ça 800 fois. C'est une anecdote que je raconte à chaque fois. Eh bien là, j'ai fait un acte de maltraitance. Je suis allé voir cette dame parce que j'allais me tromper. À un moment donné, vous êtes dans un état mental où vous risquez de De faire des stress, erreurs bien et vous ne sûr. pouvez pas distribuer des médocs en vous disant ouais, je suis pas trop mal la distribution. Non, votre Mmh. distribution elle doit être parfaite. 20 sur 20. Parfait. Mais comme vous allez vous tromper, ben, je suis allé voir cette petite grand-mère et j'ai fermé la porte parce que je l'entendais moins. Ben, ça, c'est un geste de maltraitance. Et la grand-mère, je l'ai embarqué dans ma tête et je m'en souviens encore 8 ans plus tard. Eh bien, vous généralisez ça sur tout le système de soins, que ce soit aux urgences, que ce soit pour les infirmières libérales, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit dans les maisons d'accueil spécialisées avec des gens polyhandicapés, que ce soit même en maternité, n'importe où, au bloc opératoire, ce que vous voulez. Plus vous faites du chiffre, ben, plus vous baissez en qualité. Je rappelle quand même
que depuis 2015, donc même avant l'arrivée de Macron, on a plus de 40 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés. En Oui. France, il y a à peu près 32 CHU. Je crois que c'est ça le chiffre. Un CHU, c'est entre 2000 et 2500 lits. Quand vous avez 40 000 lits qui sont fermés, c'est comme si en France, on avait fermé la moitié des CHU en 12 ans. Alors, les CHU sont tous ouverts, hein, ok. Par contre, en capacité d'offre de lits, CHU Mmh. plus tous les hôpitaux généraux, c'est l'équivalent de la moitié des CHU fermés en France, avec une population de 80 ans qui est en train d'être multipliée par 2, qui passe de 3 500 000 à 7 millions de personnes de plus de 80 ans. D'accord? Ça veut dire que le soignant est tordu comme ça jusqu'à ce que, et quand le jus a fini de couler, eh bien, le soignant est jeté ou part en dépression et on vous attrape une nouvelle petite infirmière adorable, mignonne comme tout, qui fait la fierté de ses parents, qui a eu son diplôme d'infirmière et qui tiendra 2 ans, maximum 3, avant de Mmh. faire elle aussi sa dépression et de changer de métier. Donc, les petits Thénardier de service qui sont rarissimes vont être de plus en plus nombreux, malheureusement, et il faut que vous soyez en capacité de combattre, les amis. Je m'arrêterai là parce que tu me connais, Tu je peux dirais parler bien sûr, oui, oui, longtemps. tu dirais que les technocrates ont trouvé, une solution face au vieillissement de la population? Alors, tu as cette part-là, il y a la part de technocrate, oui, par rapport, au comment dire? Au risque Mmh. de longévité, qui est vous tapez risque de longévité sur votre moteur de recherche et vous allez trouver, tous les fonds de pension, toutes les caisses de retraite. Vous allez trouver quantité de sites qui reprennent le Mmh. titre risque de longévité, donc ça, c'est une chose. Les mutuelles, effectivement, sont intéressées pour baisser tout ça, les fonds de pension également, mais le business arrive surtout derrière, hein, puisque le business, c'est la deuxième vague, c'est la gestion de flux. Dès lors que la date et l'heure du décès sont connues, on en avait parlé dans une émission avec toi, eh bien, Oui, on bascule sur de la gestion de flux. Euh, exactement. J'avais une Oui. collègue qui avait un décès dans sa famille la semaine dernière. Et ben, comme tout le monde, pour tous les décès du monde, c'était très gênant sur son planning de travail, les obsèques, et cetera. Et à la dernière minute, elle a appelé une collègue qui pouvait pas la remplacer, une autre collègue qui pouvait pas la remplacer. Elle m'a appelé en dernier: «Eric, est-ce que tu peux allez, va à tes obsèques, je suis en repos, je te OK, vas-y, je sais ce que c'est, quoi». Donc elle voilà, est allée à ses obsèques. Et bien, dès lors que la date et l'heure du décès sera connue, ben, on pourra poser: «Bonjour, je suis toujours de RTT, la semaine prochaine, on fait l'euthanasie de mon beau-père». Ouais, on a choisi ça parce que c'est mieux par rapport au pont, on fait revenir le petit-fils qui est parti à Dubaï, c'est quand même plus simple. Et puis d'ailleurs, on ne le sait pas assez, mais il y avait un Black Friday, avec le service des pompes funèbres auquel on pouvait bénéficier. Donc ils ont quand même été C'est l'humour super noir. cool et cetera. Oui, c'est Mais une tu question rigoles. philosophique. L'idée, c'est de faire rentrer, c'est banaliser ce geste et le faire rentrer dans les mœurs, quoi. Normaliser, la décision de mourir, comme on va s'acheter une petite robe. Le business de la mort est, incommensurable. Google, Mmh. Amazon, Facebook, Apple, c'est du pipi de furet par rapport au business de la mort. C'est Oui. c'est c'est du pipi de furet. D'ailleurs, les gens, est-ce que les soignants qui pratiqueront ces euthanasies, auront, une rémunération pour cela? Alors, a priori, non. Sauf que, A priori. a priori non, parce que là, pour le moment, il y a rien de tout ça. Ouais, il y a rien de Mmh. tout ça. Mais Mmh. ça va être un sale boulot et il va falloir que ces gens, se fassent connaître, dans leur service, comment dire? Ou dans leur établissement, tout simplement. Et ça va devenir une, spécialité. Et est-ce qu'il y aura des primes de rendement? On n'en est pas encore là, mais tout est possible. Mmh. Mais je comme toujours, il est possible que les gens euthanasieurs soient eux-mêmes, maltraités et mal payés. Je pense que comme ils seront moins nombreux, ils réussiront à se rendre, indispensables, et je pense qu'ils pourront la jouer sur des systèmes de primes. On Mmh. a vu, comment dire, en Belgique, quand je travaillais avec Pour Valérie. avoir des avantages indirects, s'ils ne sont pas Oui, directs tout de suite. les gens font des tournées, si tu veux, ils ont des agendas
Ils peuvent passer dans tous les établissements et en France, ce sera le cas. Ils pourront rentrer dans n'importe quel établissement. Oui, bonjour, le service de médecine de je sais pas où. Oui, donc voilà, vous n'êtes pas d'accord, on s'en fout. On a bien dit que la semaine prochaine, on venait à telle heure pour euthanasier Madame Untel. Donc tenez les choses prêtes, hein, puisqu'autrement, on pourra vous attaquer. Et là, sur le coup, non pas sur du délit d'entrave, hein, puisque Ils le ont délit. prévu des équipes mobiles d'euthanasie dans des établissements privés, d'ailleurs. Oui, mais ça Des existe déjà en établissements France, hein. ouais, d'accord, ça existe déjà. Ça OK. existe déjà. Pour le moment, si je le dis, je vais me faire attaquer, donc je peux pas le Non, dire. alors, on va Mais, pas le dire. c'est des gens, oui, oui, ça existe déjà. Ça existe déjà. D'ailleurs, Moi, j'ai mmh, rencontré un directeur il y a quelques mois, pour aller travailler dans un établissement. Lors de l'entretien, j'ai dit à ce directeur: «Bon, je veux être honnête avec vous, avant de m'embaucher, c'est pas la peine qu'on ait un souci tous les 2. Il y a quand même, euh, la continuité des soins et puis la loyauté professionnelle. Donc, je vous informe que je suis un militant anti-euthanasie, etc. Et que si, par malheur, parmi les personnes de cet établissement, il doit y avoir ne serait-ce que de la sédation euh, et de l'utilisation de midazolam, moi, je pourrais pas le faire, quoi. Je pourrais c'est ce pas le que je faire. voulais évoquer d'ailleurs, là, Attends, on peut attends, le rappeler rapidement? réponse du directeur: Ouais, «Ah mais il ne faut pas vas-y, vous Hervé. inquiéter pour ça, Mmh. vous n'aurez pas à le faire dans l'établissement, il y a d'autres personnes qui viennent de l'extérieur et qui le font pour nous». Et toujours quelqu'un pour rendre service, entre guillemets. Le Voilà. midazolam, tu étais venue avec, Valérie Ferrier, donc sur Tribune Libre dans une émission, expliquer que c'était pas forcément du tout une mort douce, Mmh. puisqu'on retrouvait de l'eau dans les poumons des personnes décédées et que donc ça pouvait être une mort qui s'apparente à une des pires morts qui soient, c'est la mort par noyade, Oui. avec des personnes qui sont incapables de crier leur douleur, donc ça peut être une immense douleur qui est muette et ça, c'est une vraie angoisse pour toi qui es soignant Et d'assister à ça. et là-dedans, je suis vraiment le porteur de mauvaises nouvelles. Moi, j'ai vu une dame, épouse d'un monsieur qui a une maladie de Charcot, qui est extraordinaire de calme, de sérénité. Il est, impressionnant ce monsieur. Il veut vivre, il a aucune envie qu'on l'accélère, qu'on le fasse, et cetera. Et l'épouse, est d'un amour éperdu pour son mari et en même temps très, très inquiète. Et elle m'avait entendu sur Toxin et je suis allé chez eux et elle a fondu en larmes et vraiment elle m'a sacrément, enguirlandé en me disant: «Mais comment, pouvez-vous dire des choses pareilles? Que les gens vont mal mourir et cetera. Nous, on nous a dit que ça allait bien se passer, que ci, que ça». Donc c'est dur d'être porteur de mauvaises nouvelles. Je prétends qu'il y a de belles unités de soins palliatifs qui savent parfaitement, microdoser, travailler dans l'ultra, comment dire? Précision, d'un patient à l'autre. Mais le midazolam est une bonne molécule pour vous mettre en petite anesthésie ou en pré-anesthésie. Mais Mmh. le midazolam a une durée de vie, courte, une demi-vie plasmatique assez courte. Ça vous endort, selon la dose, pour 10, 15, 20, 30 minutes et après, il va falloir rajouter un petit peu. C'est pas le cas du thiopental sodique qui peut vous endormir, 1 heure, 2 heures, enfin, tout ça, c'est un travail d'orfèvre pour les anesthésistes, médecins et infirmières anesthésistes. Et on a besoin de ces orfèvres-là pour réussir à bien manier ça d'un individu à un autre, selon que c'est un homme, une femme, une personne âgée, pas âgée, une personne qui a de telles problématiques de santé, un certain nombre de kilos, pardon, et cetera. C'est vraiment très compliqué. Et C'est utilisé dans les anesthésies générales? oui, c'est utilisé Mmh. en pré-anesthésie ou sur des petites anesthésies courtes, Mmh mh. et c'est très bien et ça se passe très bien. Le problème, c'est que quand vous mettez cette molécule-là dans les mains de quelqu'un qui n'est pas formé, hein, où on vous met une petite, poche d'Hypnovel, comme on a fait comment dire? Pour mon beau-père avec une infirmière, heu qui vient, nous voir et qui dit: «Alors, s'il est un petit peu agité, si vous sentez qu'il a besoin un petit peu de dormir, vous le trouvez pas très bien, je vous ai mis la petite poche, vous avez juste la petite molette», mais oh là 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 là! Mais même pas de titration. La titration, c'est du microdosage. On met 1 milligramme, on attend 30 secondes ou 0,5 milligrammes, on attend 1 minute, 2 minutes, puis 1 milligramme et on voit en fonction de comment ça se passe.
on vérifie tout un tas de paramètres. C'est jamais une molette et on dit à la famille, vous ouvrirez le petit bouton et puis vous laisserez les petites gouttes tomber, vous allez voir, la personne va... Non, parce que la personne, certes, elle va dormir, mais si vous... Et c'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Si les doses sont beaucoup trop importantes, ça attaque le parenchyme, la paroi des poumons. Les poumons se mettent à transpirer comme quand vous transpirez avec la chaleur, vous avez des gouttes qui tombent. Ben là, ça transpire à l'intérieur du poumon. Le poumon se remplit de flotte et la personne meurt dans le silence, noyée. Et ça a été démontré par Joël Zivot, Z-I-V-O-T. Un médecin, hein. Allez voir Gasping for Air et vous aurez tous les éléments. Je vais te donner, juste avant qu'on se quitte, comme ça tu pourras le mettre dans la transcription, Alicia Duncan. Je vais te donner une micro-vidéo d'Alicia Duncan pour que tu puisses montrer aux gens cette Anglaise qui parle de l'utilisation du midazolam pour sa maman. Joël Zivot a démontré 84% d'œdème pulmonaire. Donc, Oui. c'est comme ça. Oui, c'est un médecin reconnu. On avait parlé de lui dans l'émission avec Valérie Ferré. C'est un anesthésiste réanimateur et il a pratiqué 300 autopsies sur les injections létales dans les prisons américaines au midazolam. Lui, il a pesé 300 poumons. Il a été reçu par des gouverneurs, par je ne sais plus quel gouverneur. Enfin, ses travaux ont été vraiment très utilisés. Et c'est ce qui fait qu'aux États-Unis, selon les États, ils sont très, très, très emmerdés pour faire des injections létales. D'ailleurs, avant lui, lui, en fait, il a été appelé parce que les injections létales se passaient mal. Les Américains, si vous voulez, peuvent tuer, je ne sais plus quel amendement, je ne sais plus si c'est le 8e ou le 15e, il faut que je revoie ça, de leur constitution. La constitution américaine, c'est une religion. C'est le seul dieu des Américains, c'est leur constitution. Et dans leur constitution, ils disent on peut tuer des gens, mais on s'interdit de les tuer dans la barbarie. Donc on retire la chaise électrique, on retire la pendaison, on retire des trucs compliqués et on va le faire avec des médocs. Et ils se sont aperçus que les gens avaient des morts particulièrement dans la souffrance, quoi. Vraiment, vraiment fortement dans la souffrance. Donc Joël Zivot s'est retrouvé à faire des autopsies qu'il n'avait pas prévu de faire. Il en a fait 300 et c'est calé. Midazolam, 84%. Ben après, ça, c'est pour les sédations profondes, c'est pour Vincent Lambert, c'est pour la loi Claes-Leonetti, c'est pour certaines unités de soins palliatifs qui l'utilisent. Mais en Belgique, qui font de l'euthanasie à l'état pur, eux, ils utilisent du thiopental sodique, qui est un anesthésiant très puissant. Ils font une overdose à la personne de thiopental sodique, sauf que quand vous lisez les résumés caractéristiques du produit, c'est bien indiqué, la personne va mourir de dépression. Si vous faites un surdosage, attention, votre patient peut avoir une dépression respiratoire ou une dépression cardiaque. Moi, j'attends qu'un médecin prenne une feuille blanche et dise, daté, signé, j'écris, j'affirme que le collapsus cardio-respiratoire est indolore. Aucun médecin ne peut dire ça. Donc, je ne prétends pas que c'est douloureux. Je prétends qu'il est impossible de démontrer le contraire, justement parce que c'est écrit par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et donc, dans le doute, on s'abstient. On dit, ah ben non, elle est partie dans la sérénité, ça n'a pas trop bouché, elle était, voilà, elle s'est endormie, ceci, cela. Très bien. C'est-à-dire que c'est comme si le cœur s'écrasait, je suis désolé, et empêchait le sang de revenir, et c'est comme si les poumons s'écrasaient et empêchaient l'air de revenir. C'est une image, c'est pas exactement comme ça, mais une dépression cardio-respiratoire, c'est ça. Eh ben, je suis désolé les amis, mais c'est bien démontré, c'est douloureux, ok? Et moi, je pars d'un postulat simple, il faut tout dire aux gens. Il faut tout dire aux gens. Il faut tout. C'est le respect du patient, finalement, c'est la base du respect. Il y a une façon de dire, il y a un moment pour dire, il y a des personnes avec qui dire, parfois il faut dire un petit peu plus tard, etc. Mais le patient doit tout savoir. Tout, tout, tout. Après, il fait ce qu'il veut. Après, il fait ce qu'il veut. Moi, et quand le patient a compris que c'est de l'euthanasie de masse et qu'il va se faire voler sa mort, parce que nous, on gagne pas notre vie, on paye notre vie. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. D'ailleurs, tu vas bientôt repartir travailler et tu travailles d'arrache-pied tout l'été. Tu me l'as dit hors antenne. Et c'est pas le jackpot, c'est pas le salaire qui est forcément la première de vos motivations.
Ah non, 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 si tu es soignant, tu fais pas ça pour le salaire. Alors là, ou alors, si tu fais, peut-être, pendant un certain temps, mais tu tiens pas, hein. Mmh. Donc non, il faut que les gens soient informés, mais je m'arrête là. Préparez-vous Oui, au combat, protection juridique, allez voir votre assurance, ça va vous coûter 100 balles par an. Moi, j'en ai 3, hein, et ensuite, direction, des cabinets de pénalistes. Je vous en conseille un. Mais faites vos devis, allez voir tous les cabinets de pénalistes que vous voulez. Moi, je me suis rapproché de Illyrio Légal. Si vous allez sur le site de Illyrio Légal, vous comprendrez pourquoi je suis assez content de les avoir comme avocats. Et prochainement, j'ai de belles infos à vous donner. ils sont, à Angers et parmi eux, il y À a, Rennes, Rennes et Paris aussi. d'accord, il y a Rennes, Angers, Paris et il y en a un où on peut trouver Amine Oumlil, c'est dire que ce sont des gens consciencieux. Ah oui, ah oui, 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 Voilà. oui, oui. C'est bien là le Oui, c'est ça, le mail, illyriolégal.com. le Ouais. site, Et pardon. ceux-là, c'est des durs, hein. Ceux-là, c'est des durs. Ouais. Très bien. On va mettre tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Merci à toi Eric pour, ta conscience, ta vocation, finalement c'est une vocation. Voilà, puisque tu y passes ta vie et pas forcément pour un jackpot au bout, à la fin du mois, mais en tout cas, il y a une vraie passion. Je te Mmh. remercie pour ce direct, estival Eric. Je te laisse retourner, auprès des tiens et des tiennes et de tes patients aussi. Pas de tes clients, j'ai bien dit de tes patients, ta patientèle adorée. Je Exactement, t'embrasse Eric exactement. et merci au public également de cet été. À très bientôt sur Tribune Libre. Merci à toi. À bientôt.